les enjeux de faire de la thérapie en visio, ça s'est développé de plus en plus, notamment depuis le Covid. Et donc on va parler de ça avec nos invités, ce qu'ils en font, ce qu'ils en font pas, pourquoi, est-ce qu'il y a des avantages, des inconvénients. Alors nos invités pour cette dernière table ronde, Laura Lee, que vous venez de voir juste avant, tu es une neuropsychologue, et donc en libéral, tu fais passer des bilans, et il y a certaines des parties de tes bilans que tu fais en visio parfois, avec certains patients, donc tu vas pouvoir nous dire ce qu'il en est, pourquoi tu as fait ce choix, pourquoi pas, etc. Toi, Vincent, tu fais de la visio depuis pas très longtemps. Pendant un certain temps, tu n'as pas voulu en faire, et puis maintenant tu en fais, donc tu vas pouvoir nous dire pourquoi, comment, quoi, qu'est-ce, et qu'est-ce que ça implique pour toi. Et puis, toi, donc, tu es psychopraticien en analyse transactionnelle en libéral et directeur de l'école d'analyse transactionnelle de Lyon. Et puis, toi, Mélanie, tu es psychologue en libéral, spécialisée dans le traitement ou la prise en charge des émotions et de l'anxiété. Et tu fais aussi des consultations en présentiel et en visio. Oui, tout à fait. Donc, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui vous a motivé pour proposer à vos patients des prises en charge autres que présentielles? Le Covid. Le Covid. Ça a commencé, non, mais ça a commencé par là parce qu'au final, comme il y avait une réduction de la présence de la patientèle au sein des locaux, qu'on est sorti du confinement, bah, à ce moment-là, j'ai repensé ma pratique sur le bilan neuropsychologique. C'est une investigation en 3 grandes étapes, où la première est un entretien, on refait toute la biographie du patient en parlant surtout de ce qui ne fonctionne pas, les séances de passation des tests et la restitution. La passation des tests ne peuvent pas être faits en distanciel, c'est trop compliqué. Par contre, l'entretien et la restitution peuvent être faits en distanciel, donc en visio, et à ce moment-là, j'ai décidé de le mettre en place pour déjà respecter à ce moment-là les règles d'hygiène qu'il y avait. Et je l'ai aussi maintenu parce que il y a de plus en plus de patients qui viennent, soit à cause des déserts médicaux, mais qui viennent de loin. Et donc, c'est vrai que faire 1 heure et demie de route pour 1 heure d'entretien et 1 heure et demie de route retour, c'est quand même assez long pour les patients. Donc c'est vrai que pour ces entretiens où je n'ai pas besoin d'avoir le présentiel du patient, entre guillemets, je propose ce premier entretien et la restitution en vidéoconférence, en tout cas en visio. Donc c'était pour arranger les patients finalement, si je comprends bien. Il y a un côté, en effet, moi c'est surtout pour arranger les patients. Après, il y a en fonction de certains troubles, j'ai remarqué, il y a un côté où certains patients, c'est de les arranger, parce que le père, par exemple pour les enfants, le père est pas là, ou le père est en distance, ou le père est à Paris, la mère est là, donc ça permet aussi d'avoir tout le monde aussi. Parfois, j'ai une fois un patient qui était encore en vacances, mais qui avait qu'1 semaine pour faire le bilan, donc on l'avait fait en distanciel. Donc par exemple, les personnes qui sont à l'étranger aussi, ça m'est déjà arrivé pour optimiser le temps du bilan, parce qu'il n'est pas assez longtemps sur Lyon, de pouvoir faire le premier entretien haut, donc il y a aussi un élément au final de distance. Et pour certaines pathologies aussi, j'ai des patients qui sont soit très anxieux, quelle que soit l'origine, à l'origine de cette anxiété, qui sont plus à l'aise en visio. Par contre, moi, je vois qu'au niveau de la clinique, il y a quand même une certaine perte de données parce que... Ça du coup, je te poserai la question après. Parfait, je vais pas aller trop loin, on va laisser du suspense. Et pour vous deux, qu'est-ce qui vous a amené à proposer la visio? Moi, c'était des raisons plutôt personnelles au début. J'ai commencé à m'installer en libéral en commençant par 1 journée par semaine et je voulais pouvoir consulter sur d'autres jours de la semaine, mais j'avais pas encore les locaux. Donc j'ai commencé à ouvrir de la visio en me disant, voilà, il y a un jour où je ferai vraiment du présentiel et puis d'autres moments dans la semaine où je pourrais faire de la visio. Puis j'avais en tête effectivement à la suite du Covid que c'était quand même une modalité qui rassurait et qui était assez pratique pour les gens. Du coup, je l'ai commencé dans cette optique-là. Alors moi je l'ai commencé pendant la période du Covid, hein, puisque j'avais ouvert mon cabinet à Villefranche avant et que j'avais un certain nombre de patients du fait de l'impossibilité de se déplacer, du fait des restrictions, m'ont demandé savoir s'il était possible de continuer à faire un suivi parce qu'ils sentaient la nécessité. Donc j'ai commencé comme ça, mais les premiers temps, ça a été un peu compliqué pour arriver à trouver, pour moi en tout cas, le bon format. Il y a comme des choses comme des intrusions où j'ai pu avoir des patientes qui me recevaient dans leur chambre, par exemple. Voilà. Donc c'est quand même au début un peu particulier. Donc il a fallu que je m'ajuste, hein, il a fallu que j'ajuste aussi le cadre, mais à la base, l'objectif initial, c'était de faire de la continuité du soutien des patients que j'avais pendant la période du Covid.
Après, la pratique m'a amené à me rendre compte que finalement, il y avait des choses intéressantes qui s'étaient passées pendant le Covid parce que j'avais en tête, moi, que le modèle avec lequel je me sentais le plus tranquille et le plus à l'aise, ça restait quand même le présentiel. Euh, et puis je me suis rendu compte qu'il y avait des belles avancées chez certaines personnes avec qui il n'y avait pas d'avancée en cabinet et qui se sont passées pendant la période du Covid à travers la distance. Voilà, donc je me suis dit, c'est peut-être intéressant d'aller questionner ça. Et puis, au fur et à mesure du temps, il m'arrive parfois de faire de la visio avec des gens qui ne peuvent pas tout le temps venir à Lyon, un peu comme toi. Où là, de temps en temps, ils me disent, voilà, je suis bloqué. Plutôt que d'annuler la séance, bon, on la maintient en visio. Et puis pour d'autres, c'est le fait que on a fait une première séance en visio, ils sont pas à Lyon, ils habitent ailleurs, et puis je les accompagne. Alors c'est vrai que l'accompagnement est un peu différent, on verra après quels sont les enjeux, parce qu'il y a quand même tout un tas de choses, en tout cas, qu'il est nécessaire d'aller investiguer. Pour l'instant, j'ai pas trouvé la réponse. Mais voilà, ça m'a permis de changer aussi ma perception de ce que vous pouvez faire la visio, quoi, dans le cadre de l'accompagnement thérapeutique. Par rapport à vous, dans un premier temps, plutôt pas tout de suite encore sur les patients et les patientes, mais par rapport à vous, est-ce que vous vous sentez plus à l'aise en présentiel ou en visio? Est-ce que vous êtes autant à l'aise dans les deux cas? Est-ce que voilà, vous ressentez une différence pour vous, pour l'instant, j'entends, ou pas forcément? Moi, oui, clairement, je suis beaucoup plus à l'aise en présentiel. Je trouve qu'il y a une fluidité dans l'accordage, aussi dans le mimo-gestio-postural, c'est-à-dire pas juste au niveau des mots, mais qu'est-ce qu'on perçoit des signes et inversement, qu'est-ce que le patient peut percevoir. Du coup, ça met beaucoup moins de temps, j'ai l'impression en tout cas, pour arriver à cet accordage, à percevoir des choses, à être inspiré aussi pour savoir qu'est-ce qu'on sent qui va être juste de proposer à ce moment-là. Je trouve que c'est plus fluide en présentiel. En visio, j'ai le sentiment qu'il faut beaucoup plus de concentration. Et je crois que c'est un peu ce que vous disiez sur le live, enfin sur la table ronde de thérapie de couple à la fin. Vous parliez de la visio. Et moi, je suis assez d'accord avec ça. Je trouve que ça demande beaucoup plus d'efforts, de concentration pour capter les différents signaux, oui, pour s'accorder et réellement rentrer dans cette introspection-là. Je dirais, ça, après, je pense de par les milieux où j'interviens, je donne aussi des cours à la fac et pendant le Covid, on a fait de la visio, des formations que j'ai pu faire actuellement, elles sont qu'en visio, ça va toucher une population plus large. Donc moi, c'est vrai que la visio, en dehors même du travail avec mes patients, j'en ai eu à côté. Donc c'est vrai que maintenant, que ce soit visio ou présentiel, sur mon ressenti, j'ai l'impression d'être autant à l'aise sur l'un que l'autre. Il y a toujours un petit moment, un petit peu de flottement où quand on arrive, qu'on dit bonjour, qu'on ne sait pas si le patient est là, est-ce qu'il n'est pas là, ou ce début est toujours un petit peu, on va dire, malaisant. Mais au final, au fur et à mesure, moi dans les deux cas, je me sens toujours autant à l'aise en tout cas sur les deux domaines. Par contre, je trouve qu'au niveau clinique, on en perd énormément au niveau tout ce qui est émotionnel, au niveau posture, au niveau tout ce qui est symptômes émotionnels au niveau du corps, au niveau de tout ça. Moi, par exemple, je travaille au bureau en bilan, mais c'est une table en verre. Donc, je vois tout ce qui se passe sous le bureau. Donc, ça veut dire que, par exemple, il y a un test que je fais avec des enfants où, comme ils doivent compter, c'est écrit dans la consigne qu'ils doivent poser les mains sur la table. Bah, je suis désolée, s'ils sont stressés, qu'ils ont besoin d'être comme ça, moi l'idée c'est de laisser le patient le plus naturel possible. Mais en même temps, s'il commence à compter avec les doigts sous la table, je le vois. Donc ça me permet aussi de rester dans mon cadre tout en voyant tous les éléments anxieux, comment ils réagissent, des patients qui vont rester très droits, des patients très droits du haut. Et si on mettrait une table entre guillemets opaque, il y avait le pied qui bouge, mais ça ne se voit pas sur le haut en fait. Et c'est vrai que je trouve qu'on perd sur cette clinique-là, ou des patients qui semblaient hyper à l'aise à distance, avec des questionnements de TSA par exemple, et quand je les vois dans le cabinet ou dans la salle d'attente, là j'aime bien passer soit un petit peu de temps d'observation, mais quelques secondes, mais de voir comment ils sont aussi en salle d'attente, avec le casque vers le bas, très rigide. On n'a pas du tout... je trouve qu'on a une symptomatologie différente, mais qui peut être informative si on a le patient en présentiel aussi de temps en temps là-dessus. Mais ouais, je trouve qu'on perd... comme dans la globalité au niveau qualitatif, au niveau clinique, en tout cas. Alors, pour ce qui est de savoir si je me sens plus ou moins à l'aise, enfin en tout cas plus à l'aise ou moins à l'aise en visio, je dirais que c'est différent. Je me sens pas malaisant, enfin en tout cas j'ai pas de malaise particulier à être en visio. Ce qu'il y a, c'est que ça nécessite un peu plus de rigidité, puisque déjà il y a un cadre qui correspond en fait à l'angle de la caméra, le fait de la distance par rapport à la caméra aussi, donc tout ça...
m'amène à me sentir un peu plus rigide, un peu plus de rigidité, un peu moins de facilité à bouger dans le fauteuil, voilà, donc, qui déjà rend les choses Mhm. un peu plus rigides, ouais, voilà, En fait, plus le dur, langage quoi. non Ouais, verbal. plus dur en fait, plus C'est dur. ça. En tout cas, moi, pour ma part, j'ai l'impression de perdre en sensibilité. Sensibilité émotionnelle, le ressenti, même si on peut voir des choses dans le non-verbal, mais en termes alors, je sais pas, on pourrait parler d'énergie, je sais pas si on peut parler d'énergie, mais en tout cas en termes de sensations, voilà, d'ambiance, il y a quelque chose qui est coupé avec l'écran. En tout cas, moi, que je ressens comme ça, quoi. Et qui permet pas d'avoir forcément tout le temps la bonne distance, ou en tout cas le bon rapport, quoi, qui peut fausser. Et Et même puis parfois au niveau engagement, enfin, je sais pas si vous en thérapie vous le voyez, mais par exemple, moi je vois certains patients, parents ou patients, adultes, où l'engagement à distance au niveau du question du cadre ou autre, je trouve que joue énormément quand je vais les avoir de visu sur l'engagement au niveau de la tâche qui va être assez différente que le Mm. distanciel, par exemple. De commencer un entretien, dire attendez, il y a ça sur le four, je reviens, je repars. Attends, Ouais. bah vas-y, va garder l'enfant, je reviens. Mm. Enfin, vraiment un engagement et surtout une disponibilité cognitive différente Ouais. de la part du patient, je trouve. Pourtant, moi, je suis juste dans un entretien d'une séance. Mais en Oui, tout puis cas, des c'est mon fois, ressenti. il y a des problèmes de connexion. C'est ça. Il y a plein de choses qui viennent faire frein Ouais. à ce C'est ça. moment-là. Et puis nous-mêmes, on n'a pas les mêmes options. C'est Par ça. exemple, en thérapie des schémas, on peut utiliser des petites cartes plastifiées pour C'est mettre ça. en place les modes. Ou bien on peut vouloir utiliser Hmm. d'autres types de médiation et faire déplacer le C'est patient ça. sur une chaise vide ou peu importe. Là, en visio, il y a quelque C'est chose ça. qui, d'emblée, est très contraint. Ouais. Même au niveau intimité, parce que, enfin, je le vois, moi, pendant le Covid, j'avais mon bureau, mais par exemple, la sonnette, on l'entend dans toute la maison, le bureau avait beau être fermé, donc si ça sonnait, bah, au niveau du patient, il y a un côté, je trouve, un peu intrusif qu'on n'a pas, ou même quand il y avait un enfant qui était devant l'écran, je sais très bien que les parents étaient derrière l'écran Mm. pour dire presque tu restes assis et tu réponds à la dame. Donc, il y avait, pour moi, il y a quand même quelque chose Qui est perturbant, qui ouais. Ouais, perturbe. qui perturbe, ouais. Mm. Et toi, Vincent, tu disais tout à l'heure, toi aussi, tu as pu être perturbé dans les débuts de certaines. Euh, Enfin, l'endroit où. Oui, les interactions avec le patient ou avec la patiente, c'est ça, quoi. C'est finalement se rendre compte on va faire la séance, la visio, boum, on se retrouve avec la patiente qui nous amène dans sa chambre, sur son lit, par C'est exemple. ça. Donc voilà, c'est questionnant. Il y a tout un tas de choses aussi autour même si on est attentif, en tout cas pour ma part, soit je suis au cabinet, soit je peux être chez moi, mais j'ai un cabinet, enfin j'ai une structure de maison qui me permet d'être isolé, de ne pas avoir de bruit. Je suis attentif aussi que les enfants que je peux avoir ne montent pas systématiquement venir chercher quelque chose dans le bureau. Donc ça, bien évidemment, c'est réglé de mon côté, mais de l'autre côté, on se rend compte que de temps en temps, il y a un enfant qui rentre, qui vient perturber la situation. Donc c'est vrai que il y a des éléments perturbateurs qui sont des fois pas forcément, qui vont pas faciliter la connexion ou le travail, par exemple, augmente la résistance ou la défense. Donc parfois c'est un peu, voilà, on fait avec, hein. C'est ça qui est intéressant aussi. Par contre, moi, dans un élément, je suis voir bénéfique. Alors, après, c'est pas de la visio, donc je sais pas si ça rentre exactement dans ce cadre-là. C'est que je fais de la rééducation en neuropsy. Sauf que ce qui fait la fréquence de la récupération, ce qui fait la récupération, c'est la fréquence. Et de voir un patient une fois par semaine ne suffit pas, en tout cas en côté rééducationnel, à avoir un effet assez rapide et surtout pérenne sur le fonctionnement du cerveau. Donc moi, je propose un suivi, enfin, c'est un forfait, mais c'est un suivi où je vois les patients tous les 15 jours au cabinet. Et entre deux, en fait, ils ont 3 à 4 séances à faire à la maison sur un logiciel de rééducation. Et à ce moment-là, alors il n'y a pas la visio, donc on est entre la visio, mais on est quand même sur la prise en charge à domicile. Et à ce moment-là, moi, il y a un effet par contre positif, c'est que les personnes qui vont être acteurs de leur bien-être, acteurs de leur prise en charge, ils vont hyper investir et je vais avoir un élément de récupération sur un retard de fonctionnement. Par exemple, la zone de l'attention fonctionne bien, mais elle n'est pas assez endurante. En 1 mois et demi, j'ai des effets dans le quotidien, transfert de la rééducation dans le quotidien, ce qui est extrêmement rapide. Parce qu'il y a cette fréquence qui fait que. Par contre, des patients ou des parents qui vont être moins acteurs, donc qui peuvent déposer l'enfant comme si qu'on était, on va dire, Dieu sur terre pour aider, ou qui vont être
dans l'attente que le thérapeute les aide, c'est vrai qu'à ce moment-là, je vois souvent sur le logiciel, ils me disent on n'a pas trouvé de temps de les faire. Donc je trouve que par contre pour les patients sur cette méthode-là qui sont hyper, on va dire, acteurs de leur travail ou qui ont un environnement qui peuvent les aider, j'ai des effets par contre hyper rapides de pouvoir proposer cette prestation-là sur la rééducation. Mais par contre c'est pas de la visio parce que il est sur son logiciel, que je programme à distance, que je peux voir les résultats à distance, que je réactive un programme de rééducation et donc il le fait et moi je les vois tous les 15 jours. J'interromps la vidéo juste pour vous dire que si vous appréciez nos contenus, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter, c'est gratuit. C'est une newsletter qu'on envoie tous les 15 jours, qu'on fait ensemble Fabien et moi, où on vous parle de psychologie et surtout des psychothérapies, de la veille scientifique sur ce qui se dit sur les psychothérapies, des techniques qui fonctionnent, de comment on traite certains troubles, et puis on vous parle des livres qu'on lit aussi, et puis aussi de nos expériences en cabinet. Vous pouvez vous rendre sur catherinelapsy.com pour vous inscrire gratuitement. Allez, je vous laisse reprendre votre vidéo. On évoque un certain nombre de problématiques. Est-ce que vous y voyez par contre des bénéfices, c'est-à-dire des choses que vous pourriez avoir et que vous n'avez pas en présentiel? Alors, peut-être avant ça, alors, je le livre parce que je pense que c'est quelque chose qui est important d'être aussi authentique. C'est qu'il y a aussi, je pense qu'il y a un enjeu, en tout cas, je le ressens comme ça, il y a aussi un enjeu narcissique pour celui qui est choisi. Parce que, par exemple, quand on est, je sais pas, quand on a des patients qui habitent à Marseille ou à Paris, ça veut dire qu'il y a un choix. Alors, le fait de rester, par exemple, avec un thérapeute qui habite à Lyon, qui habite à Marseille, alors qu'on est de Paris, c'est qu'il y a un enjeu aussi de se dire que finalement, il nous a choisi, que le processus dans lequel on rentre aussi. Donc, voilà, un peu, je dirais, un peu narcissiquement, il y a quelque chose qui vient un peu nous faire du bien aussi, parce que c'est un métier où on est seul, parfois, et c'est vrai que là, c'est une manière de dire, bon, ben ok, c'est pas signifié par le patient, mais s'il reste, c'est que bon, voilà, donc c'est quand même fait du bon boulot, quoi. Voilà. Ça peut être aussi que là où il est, il n'y a pas de psy. Alors c'est assez rare quand les gens habitent à Paris quand même, qu'il n'y ait pas de psy autour. Hein. Voilà, bon, après quand c'est effectivement en plein milieu de la Creuse, c'est sûr que... Par contre, c'est moins cher aussi. Ça c'est pas sûr. C'est pas sûr. Tu peux, ça peut être cet enjeu-là. Non, oui, c'est sûr. C'est tout à fait. D'aller toucher des psys qui sont dans des... Ouais. Je dois pas interagir. Moi, la seule chose dont je peux témoigner, c'est cette histoire de Covid où j'ai eu à accompagner des gens avec qui il y a eu une avancée. Alors peut-être est-ce que c'est la situation, est-ce que c'est le moment, est-ce que je ne sais pas si c'était le dispositif en lui-même, mais en tout cas il y a quelque chose qui a fait parfois avancer un peu plus vite certains de mes patients dans la situation de la visio par exemple. Et tu saurais dire à quoi c'était dû ? Et je sais pas, non, parce que je pense que c'est tellement multifactoriel que c'est trop complexe à analyser quoi. Et vous, est-ce que vous y voyez des bénéfices ? Oui, moi je trouve que le plus intéressant, c'est que ça permette la continuité du suivi. C'est-à-dire, effectivement, quand on a des suivis en présentiel et puis sur quelques séances, parce qu'il y a les vacances ou autre chose, plutôt que d'interrompre le suivi quand c'est une phase où il y aurait quand même besoin de poursuivre de manière régulière, ça permet d'entretenir ça, ce qui est vraiment intéressant. Et il y a le côté... liberté de mouvement, que ce soit pour nous ou pour eux. Nous, on peut voyager, eux aussi, et quand même avoir la possibilité de maintenir un travail. J'aime assez cette idée. Je la trouve assez séduisante. Même si moi, je réduis plutôt la visio dans ma pratique. Mais je trouve que pour ça, c'est intéressant, c'est sûr. J'avoue que j'ai un peu anticipé la question par rapport à ma réponse de rééducation. J'avoue que j'ai un peu anticipé cette réponse-là. Mais par contre, s'il y avait un effet que je trouve intéressant où je rejoins au final ce que tu viens de dire, Mélanie, quand j'ai des patients qui sont vraiment dans la demande hâtive d'une réponse, on vient de faire le bilan, manque de chance, ils partent en vacances, j'ai besoin de plus de séances que prévu parce que pour avoir des données probantes, j'ai dû mettre plus de séances, ainsi de suite. Donc au final, on n'est pas dans la temporalité attendue, donc je ne peux pas faire la restitution avant le départ en vacances. À ce moment-là, de proposer une visio, le patient, même s'il est en congé, même s'il part, en fait, il peut avoir la fin de son suivi à ce moment-là, et que ça peut aussi apaiser. Moi, j'ai des patients, je leur laisse le choix quand ils doivent partir en vacances, dire si vous souhaitez, on se voit à votre retour. Comme ça, vous décrochez, vous profitez des vacances et on discute au retour. Ou est-ce qu'on fait en visio ? Et comme ça, vous avez aussi les éléments. Et c'est vrai que moi, des patients venant me voir pour quand même... Souvent, il y a quand même une recherche de diagnostic, une recherche de réponse. Il y a quand même cet élément un petit peu qu'ils ont besoin... Enfin, pour tout cela, ils ont besoin d'eux. Donc, ça permet au final de faire un lien et de terminer un travail qui n'a pas pu être achevé à cause de ça. Pour la rééducation, bon, je ne vais pas refaire un laïus, mais je vais aussi expliquer les bénéfices.
Et même pour des patients peut-être qui étaient peut-être un peu sensibles de faire des déplacements. Alors pareil, pour moi un bilan, c'est une prise en charge courte, hein, c'est un peu différent, mais qui peuvent se dire, allez, pour 2 ou 3 rendez-vous, j'en suis capable. Par exemple, j'ai des patients qui vivaient à l'étranger, qui pouvaient revenir qu'une semaine en France, dont 2 jours à Lyon. Bah moi, c'est un bilan de 3 rendez-vous d'1 heure et demie, je peux pas les mettre en 2 jours. Il faudrait 3. Donc à ce moment-là, on fait le premier entretien à distance. Je le vois, je le mets au créneau de 9 heures, je laisse 3 heures de pause. Je le vois à 13 heures, comme ça je peux faire mes 2 créneaux dans la même journée en limitant le biais de fatigue ou autre, le voir le lendemain, et il peut repartir après en fait. Donc je trouve que ça permet quand même une ouverture de possibilités par rapport à des patients qui n'auraient pas le temps de réaliser ça, ou la distance du cabinet par rapport à des pays qui sont en désert médicaux, et de se dire non mais je peux pas me permettre de faire 3 heures de route 5 fois ou 6 fois pour un bilan. Là on réduit quand même la disponibilité en tout cas. Et puis il y a aussi le fait que, alors un début d'engagement thérapeutique, parfois certains peuvent venir en thérapie parce qu'il y a la visio par exemple. C'est vrai. Parce que c'est C'est vrai. facilitant Ouais. et que ça met le pied ensuite à l'étrier pour venir en présentiel, quoi. Voilà, donc c'est aussi... je pense que c'est pas quelque chose à mettre directement à la poubelle, hein. Enfin, c'est aussi à réfléchir de... Je pense que en fait, notre boulot, il est là aussi, c'est de regarder comment on réfléchit le dispositif, quelles sont ses limites, il y a forcément des limites, hein. Et puis l'intérêt, les difficultés, et puis adapter en fonction de ce que nous demande le patient et ce qui est bon pour lui aussi. Mais justement, tout à l'heure, Mélanie, tu disais que par exemple en thérapie des schémas, il y a peut-être des choses. Alors, tu l'as pas dit comme ça, mais du coup, ça va être ma question. Est-ce qu'il y a des choses que tu ne fais pas ou que tu fais différemment? Je pose la question parce que, notamment, on me demande souvent est-ce que le MDR est possible en visio. Alors, vous n'allez pas répondre à ça parce que vous ne pratiquez pas cette approche, mais en thérapie des schémas aussi, il pourrait y avoir comment on fait pour pratiquer certains exercices de travail de chaise, de reparentage, etc. Est-ce que du coup, tu ne les fais pas? Est-ce que tu les adaptes? Comment tu ferais? Puis, vous, dans vos pratiques, est-ce qu'il y a des choses que vous ne faites pas ou que vous adaptez du fait de la visio? Le reparentage, c'est possible. Moi, je fais le lien avec, par exemple, j'ai pas beaucoup fait de thérapie des schémas en visio, parce que ma formation elle est plutôt récente, mais j'ai fait de la sophrologie en visio, et là, pour le coup, il y a des visualisations qui ressemblent un petit peu au reparentage de la thérapie des schémas, et ça marche plutôt bien, dans l'idée de guider quelqu'un à visualiser quelque chose. Ça ne me nécessite pas trop de se déplacer dans l'espace. Par contre, le protocole de l'arbre, ou en tout cas faire en sorte que le patient se déplace d'un mode, par exemple on parle du mode parent critique ou enfant vulnérable, etc. Donc on va normalement physiquement se déplacer d'un mode et incarner un mode puis un autre. Ça, clairement, c'est quelque chose que je vais plutôt évoquer plus que de le faire réaliser. Enfin, et là, pour moi, il y a un vrai manque. C'est comme en thérapie, le fait d'expliquer aux patients, bah oui, vous pourriez faire ceci, cela, ou ça pourrait prendre la forme de ceci, cela. On reste sur une sphère très, très cognitive, pas très expérimentée, pas vraiment dans la sensation. On passe à côté de pas mal de choses. Donc là, ou en tout cas, c'est là où j'en suis tout de suite. Peut-être qu'avec le temps, je vais imaginer des adaptations du dispositif, mais je vois pas bien comment faire ça si ce n'est avec de la visualisation. Ouais, difficulté, tu parlais tout à l'heure de travail de chaise par exemple. C'est vrai que le travail de chaise à distance, j'ai jamais testé et je vois pas du tout à réfléchir, mais comment je pourrais mettre en place le dispositif. C'est-à-dire qu'il faudrait mettre 2 chaises, il faudrait qu'elle puisse voir l'écran pour faire passer d'une chaise à l'autre. Donc c'est quand même assez techniquement, ça me semble être très complexe. Ouais, et pas forcément être vraiment centré sur ce que va vivre le patient émotionnellement ou dans le ressenti physique. Donc ça c'est voilà, à voir, à réfléchir. En tout cas pour l'instant j'en suis pas encore arrivé là. Du coup, ça veut dire que vous faites pas finalement tout à fait les mêmes thérapies Non. en visio et en présentiel. Non. Ouais. J'ai pas encore tout à fait expérimenté jusqu'au bout, mais je pense qu'il y a un moment où il y a une limite, hein. C'est-à-dire qu'on va arriver à un certain point où après la nécessité de la présence pour aller un peu plus profondément dans certains endroits va nécessiter forcément, si pour les gens qui habitent à l'étranger par exemple, de trouver un thérapeute sur le... C'est là où il y a peut-être pour moi quelque chose qui vient faire buter. On a la difficulté quoi. Tu veux dire que du coup tu vas chercher
pour ces personnes-là, tu te dis, il va falloir que je trouve Ouais, un truc. ouais. Donc tu es en réflexion finalement. Ou alors, soit ça, soit trouver un nouveau dispositif qui permettrait d'eux, ou alors proposer aux personnes de trouver un thérapeute autour de chez eux voilà, pour continuer le travail, parce qu'il y a un moment donné où ce sera une limite. Enfin, je l'imagine comme ça pour l'instant. Je n'ai pas encore suffisamment réfléchi à ça, parce que je suis assez loin avec les patients que j'accompagne en visio, mais globalement, je pense qu'il y a un moment où il y a quelque chose qui va faire buter. Mais pour toi, c'est peut-être un petit peu différent parce que si j'ai bien compris, tu as dit en fait, ce que je ne peux pas faire en visio, je peux vraiment pas le faire en visio. Donc il faut que les gens quand même trouvent un moyen de venir. Et moi, j'ai plutôt en fait amené ma patte à ta question par rapport à des éléments scientifiques qui ont plutôt montré qu'en fait, le focus attentionnel en visio est quand même différent qu'en présentiel en fait. Et ça, c'est vrai que ça se joue en plus sur les jeunes enfants aussi. Il n'y a pas la même disponibilité cognitive en fait en visio qu'en présentiel. En effet, je pense qu'il y a des éléments positifs par rapport à des syndromes anxieux généralisés, des phobies sociales autres. Moi, par exemple, j'ai un patient actuellement qui vient en bilan. Il rentre comme ça dans le bilan à chaque fois. On a beau essayer de discuter, à ce moment-là, je prends un peu une casquette de psychothérapeute parce que je suis obligée de le faire descendre en émotion. Mais même en thérapie, il était suivi. Je ne pourrais pas de toute façon dire allez en thérapie, on se revoit plus tard. Parce qu'en fait, il a déjà diminué son seuil, donc il est encore tellement haut qu'en fait, on prend du temps en fait, à faire de la psychothérapie, on va dire, enfin en tout cas, pour diminuer. Dès qu'il est manipulable, on y va. Et j'en ai une autre, pareil, une jeune qui prenait des transports en commun pour venir me voir, qui était questionnée sur un trouble de l'attention ou un TSA. Et au vu des symptômes qu'elle avait, j'ai proposé aux parents de venir 2 heures avant, de se mettre dans un parc. Puis je l'ai pris après, et à ce moment-là, j'avais un super bon focus attentionnel. Donc par exemple, elle, pour commencer un travail en psychologie, la visio serait peut-être plus pertinente, mais pour un travail peut-être sur quelque chose de concret, en fait, une mise en exposition de venir. Mais je pense qu'il y a certains types de pathologies ou de troubles où la visio est peut-être un super mode d'entrée, mais à un moment donné, on aura forcément une limite. Ça peut peut-être les rendre plus disponibles cognitivement. Je pense à une autre patiente qui a une énorme phobie sociale. Donc, au final, là, on a plus d'éléments délétères à les faire déplacer parce que cognitivement, la thérapie, ça reste énergivore et donc doit être manipulable au niveau cognitif pour ingérer les techniques et permettre derrière de consolider les approches, au final, avec vous, psy. et en fait, à un moment donné, je pense qu'il y a une limite pour continuer l'approche. Du coup, tout à l'heure, je posais la question pour vous, comment c'est la visio, et selon vous, en tout cas pour les patients que vous avez, que vous recevez en visio, quels bénéfices vous pensez qu'ils peuvent, eux, en retirer plutôt que de venir? Alors, bien sûr, ceux qui ne peuvent pas du tout venir, là, ça peut être intéressant de questionner. Qu'est-ce qui fait qu'ils vous ont choisi? Est-ce que vous posez la question, d'ailleurs? Voilà, qu'est-ce que vous voyez comme avantage et ou inconvénient, éventuellement, pour les patients, par contre, d'être en visio? Alors, tu as donné quelques éléments dans certains types de troubles, mais... Je crois que j'anticipe tes questions et les étapes d'après. Tu vis dans ma tête. Oui, il y a clairement sur certains profils ou des personnes qui ont beaucoup d'appréhension à aller pour la première fois voir le psy, ou qui veulent pas trop, peut-être pas trop dévoiler aussi dans certaines situations. Le fait d'avoir cette distance-là et cet écran, ça peut être vraiment... ça peut faciliter les choses. Moi, je vois ça vraiment. Puis c'est ce que les patients ont pu me dire en visio quand je pratiquais beaucoup ça et qu'on ne s'était pas vu avant, que c'était vraiment un suivi qui débutait en visio. C'était souvent l'argument qui était mis en avant, ou bien des personnes qui habitent assez loin. Donc ça rend accessible le soin. Après, en termes de désavantages, moi je crois que même pour eux, du coup, c'est un désavantage le fait que ce soit plus difficile de se concentrer, de rentrer dans cet espace de thérapie. Ça veut dire que certainement qu'ils ne sont pas non plus physiologiquement dans le même état de tranquillité pour avoir accès à cette capacité d'association libre, de rappeler des ressentis, des souvenirs. Donc je pense que ça joue sur leur expérience, parfois aussi le sentiment que ils savent pas trop quoi dire ou comment faire, ce qui est aussi le cas en présentiel des fois, mais je trouve que ça peut rajouter de ce côté-là, ou donner une tonalité plus question-réponse, un peu plus en visio qu'en présentiel. Voilà, avec l'avantage que ils perdent moins de temps aussi certainement pour le temps de trajet, etc. Voilà ce qui me vient là spontanément. Mais... Ouais, moi je partage avec une réponse un avantage à l'organisation, c'est-à-dire le fait de s'organiser plus facilement,
parce que la nécessité de venir au cabinet signifie qu'ils doivent prendre le temps de déplacement pour repartir au travail. Par exemple, il y en a qui font entre ça midi et 2 heures, donc ils n'ont pas forcément le temps disponible. Puis c'est parfois aussi pour nous, hein, enfin, en tant que thérapeute, c'est aussi des fois une facilité aussi. Hein. C'est-à-dire que globalement, on peut aussi rentrer pour certains d'entre nous plutôt chez nous et puis faire la visio de chez nous. Ça nous évite de finir trop tard. Donc il y a aussi, voilà, il faut pas avoir que ça, mais de toute façon, en tout cas d'où j'en suis aujourd'hui, je pense qu'il va y avoir quelque chose où il va falloir réfléchir, en tout cas pour ma part, sur ce que ça va induire d'aller dans quelque chose de plus profond. Voilà, en tout cas, le dispositif, il n'est pas si évident que ça à mettre en Quand tu place. dis ça, c'est que pour toi, quand même, la visio, jusqu'à un certain point, Ouais. ça t'empêche d'aller vraiment en profondeur dans la thérapie. Alors, je sais pas à quel niveau c'est la profondeur, parce que j'ai pas. Mais je pense qu'il y a un moment donné où ça fera forcément un peu difficulté. Quoi. Ouais, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, hein, là-dessus. Mais je pense que j'ai l'impression d'être suisse, comme dans toutes les tables rondes que j'ai fait où j'arrivais à me mettre. C'est horrible. Mais il y a ce côté-là, par exemple, je pense, c'est une autre patiente qui a mis en échec beaucoup de suivi en présentiel, de par son anxiété, de par plein de choses. En fait, c'est elle qui a abandonné le suivi parce qu'elle partait du principe qu'on pouvait pas l'aider. Et en fait, je l'ai orientée vers une psychologue qui était pas du tout de chez elle. Pas du tout, donc pas le choix de la visio. Et en fait, à ce moment-là, on a pu mettre le point sur le syndrome de Diogène, sur les éléments d'anxiété, sur les éléments au final de lieu sécure, donc elle a pu vraiment exprimer ses émotions qu'elle ne voulait pas faire en cabinet, et ainsi de suite. Donc je pense que vraiment pour certains types de troubles, je pense que la visio peut être bénéfique pour certains éléments. Parce que là, actuellement, cette patiente est suivie depuis 2 ans, mais le syndrome de Diogène a nettement diminué, avec un rangement de l'appartement presque intégral. Donc il y a vraiment... après il y a d'autres choses, mais par exemple sur ce point-là, il y a eu un vrai travail avec la thérapeute où elle a rangé avec la thérapeute qui a encouragé, qui disait qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça ressent, qu'est-ce que vous ressentez. Ça a pu activer certains traumas, donc par exemple pu bosser en EMDR à distance parce qu'elle faisait de l'EMDR à distance. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a certaines pathologies où ça peut être vraiment un vrai moyen d'entrée par rapport peut-être aux mécanismes de défense ou de protection en tout cas. Mais je pense qu'à un moment, je suis d'accord aussi par rapport à ma pratique et ce que vous dites, qu'à un moment donné, on rentre sur une limite dessus. Donc je pense que pour opter l'un ou l'autre, pour moi, c'est le bénéfice au final qu'on peut en tirer. Et à quel moment on peut re-questionner sa position pratique, de dire là, entre guillemets, je me rends compte en tant que thérapeute qu'on arrive à un point où vous avez besoin de présentiel pour avancer et pour continuer à aller mieux dans votre thérapie et de rester au final informatif avec le patient, je pense. Authentique, en fait. C'est ça. Surtout dans des phases de la thérapie ou dans des séances dans lesquelles le patient ou la patiente est dans une situation de grande détresse émotionnelle. On voit tout un tas de choses qui peuvent se passer en présentiel, qui vraiment viennent soutenir symboliquement et puis parfois physiquement la personne, là où en visio, il y a vraiment une distance qui je trouve peut être difficile à gérer. Moi, je sais que personnellement, j'ai hésité à un moment donné à essayer en tant que patiente. La thérapie en visio, je ne l'ai pas du tout choisie. Par contre, j'ai fait de la supervision. Enfin, j'ai pris un superviseur avec des séances en visio. Et ça m'a plutôt paru intéressant. Même si ça reste pas ma préférence. Mais par contre, je sais que personnellement, en tant que patiente, je ne ferais pas ce choix-là. J'ai une question pragmatique. C'est ma spécialité, rat des pâquerettes, sur terre, voilà. Est-ce que pour vous les tarifs sont les mêmes en visio et en présentiel? Et puis une question qu'on me pose souvent, c'est comment les patients vous rémunèrent du coup? Comment ils vous rémunèrent? Moi c'est les mêmes parce que ça m'octroie autant de temps de travail au final. Et la charge cognitive, moi, reste vraiment la même au final. Donc moi, c'est exactement la même chose. Après, ma façon de rémunérer, c'est que le patient peut payer à n'importe quel moment du bilan, en sachant que la deadline, c'est la dernière réalisation des tests. Et la dernière réalisation des tests est en présentiel. Donc s'il souhaite avoir l'entretien de restitution et le compte-rendu, il faut que la somme soit acquittée. En une ou plusieurs fois, moi j'accepte jusqu'à 3 fois.
mais il faut que la totalité de la somme soit déposée. Donc moi, s'ils ne me payent pas au premier entretien, que ce soit présentiel ou visio, je leur dis, mais vous inquiétez, vous n'avez pas votre chèque-in, mais on se reverra de toute façon pour le bilan. Donc je sais qu'ils vont forcément revenir. Et je n'ai jamais eu d'impayé sur une première consultation ou quelqu'un qui vient et qui ne revient pas. Moi personnellement là-dessus, j'ai jamais eu d'impayé. Donc au final que le patient ne paye pas à distance, j'ai des patients qui insistent, qui veulent vraiment payer. Donc à ce moment-là, je leur envoie une facture. Mais sinon, moi, ils me payent dès qu'on se revoit en présentiel. Et comment dire Virement bancaire, espèce ou chèque. Je n'ai pas de carte bleue. Mais voilà, et les paiements plusieurs fois, c'est uniquement par chèque, parce que forcément, comme je dis, virement bancaire, vous pouvez, mais tant qu'il n'y a pas la dernière somme à quitter, il n'y a pas de restitution aussi. J'ai des patients qui ont préféré parce qu'ils n'avaient pas de chéquier, mais sinon, moi j'acceptais, donc j'ai jamais eu d'impayé pour des consultations en visio. Moi, c'est pareil, c'est le même tarif en visio qu'en présentiel. Au début, j'étais sur Doctolib, enfin sur la visioconférence de Doctolib, et là, du coup, il y avait tout passé par Doctolib, donc le patient paye directement sur la plateforme. Enfin, il donne ses informations bancaires et moi, je choisis le montant à chaque séance, qui reste le même. Et depuis, j'ai arrêté ce service-là de Doctolib, et c'est, voilà, j'envoie mon RIB en avance, et généralement, ils règlent dans la journée ou le lendemain par virement. Ouais, ça marche plutôt bien. Alors, moi, c'est le même tarif, parce que je pense que le travail qu'on fait en visio, ce qu'on fait payer, c'est à la fois notre temps et notre compétence. Donc, qu'on soit en visio, c'est le même temps, mais la même compétence, même si le dispositif peut être légèrement différent. Donc, les gens ne payent pas le dispositif, mais plutôt le temps et la compétence. Et la seconde chose, moi, pour le paiement, donc soit c'est le virement, mais sinon, j'utilise un système de paiement avec un lien bancaire type carte bleue. C'est un SMS qui est envoyé, la personne ouvre via le lien envoyé par le système bancaire, ouvre une page, et comme s'il payait avec sa carte, enfin il paye avec sa carte bleue. Ton système de CV que tu utilises déjà au cabinet. Alors non, c'est plus ça, j'utilisais SumUp avant, mais en fait je passe par LIF maintenant, LYF. Ça envoie un SMS, la personne ouvre la page, met ses coordonnées bancaires, et puis la personne paye, quoi. Alors, c'est pareil, ça veut un virement. Mais merci à tous les trois. On va demander à notre technicien de l'ombre de nous trier les questions du chat. Et oui, parce qu'il y avait pas mal de questions et pas mal de commentaires aussi. Donc il y avait du débat. Ça a pas mal bougé. Alors, on va continuer dans le côté un peu pratico-pratique. J'aime. Quels outils informatiques utilisez-vous, les logiciels en tout cas? Et est-ce que vous avez une obligation de connexion sécurisée, entre parenthèses, CF, la RGPD? Vaste sujet. Vaste sujet. Alors, ça, c'est une vraie question éthique à la fois et un peu déontologique. La difficulté, c'est que on peut pas, les patients sont pas tous possesseurs d'un iPhone, par exemple, pour faire un FaceTime. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas demander à nos patients le téléphone qu'ils ont. On peut après utiliser des logiciels comme Teams, voilà. Avec malheureusement, toujours pareil, la difficulté auquel on peut être soumis, c'est-à-dire une difficulté de réseau, un Wi-Fi qui passe pas, une bande passante qui est faible. Et ça, des fois, ça amène à vivre des situations qui sont particulièrement difficiles pour les patients. Parce que ça coupe, parce qu'ils s'énervent, parce que c'est pas forcément très très facile. Et à la fois venir chez nous mettre du stress, parce que quand on a quelqu'un en face qui veut vraiment faire sa séance et il y a des choses qui se passent, c'est pas forcément aussi tout le temps très évident d'arriver à le contenir et puis aussi à être un peu dans cette émotion là, quoi. Donc après le RGPD, c'est véritablement quelque chose qui pose question, quoi. Voilà. Donc ça, là-dessus, je peux malheureusement pas être très explicite, parce que je crois que c'est... Il n'y a pas grand-chose qui le respecte. Ouais. C'est ça, en effet. Moi, je sais que j'utilise uniquement Google Meet et parfois Zoom. Mais c'est vrai que, par exemple, j'ai eu des patients qui m'ont demandé WhatsApp ou autre. Comme je leur ai dit que on peut facilement entrer en communication avec moi par texto, mail ou appel. Donc même pour des visios, je ne veux pas utiliser WhatsApp ou autre pour rester dans un cadre, on va dire, un peu
enfin, pour essayer de mettre un cadre en fait là-dessus. Donc moi, c'est souvent Google Meet. Par contre, je les préviens, c'est que s'ils utilisent un ordinateur professionnel, il faut que le site soit autorisé par l'ordinateur. Parce que j'ai des patients en situation assez cocasse sur Google Meet me dire je comprends pas, ça marche pas. C'est votre ordinateur professionnel? Oui. Ah, ça veut dire que votre employeur n'a pas autorisé l'utilisation de cette application-là pour faire des zooms en fait là-dessus. Donc à ce moment-là, souvent je leur dis est-ce que vous utilisez déjà par exemple Zoom ou autre? Oui, bon je vous envoie un lien Zoom, donc à ce moment-là je vais chercher un lien Zoom que je lui envoie. Ou, ou sinon il y a aussi l'autre côté où parfois il y a des patients qui veulent le faire avec le téléphone. Et par exemple Google Meet, par l'ordinateur, même si vous n'avez pas une adresse Gmail, en cliquant dessus tout s'affiche. Et par téléphone, il vous faut une adresse Gmail, il faut l'application Gmail, l'application du planning, enfin voilà, du Google Meet, et à ce moment-là, vous pourrez vous connecter. Maintenant que je sais ça, j'ai eu une situation cocasse une fois avec un patient qui disait mais je comprends pas, ça marche pas. Moi qui me disais mais je comprends pas, ça marche pas, donc j'ai envoyé un mail à la personne qui s'occupe de tout mon site internet, de tout ce qui est informatique sur je comprends pas, et il m'a expliqué qu'en effet pour Meet, s'il n'y a pas l'application sur le téléphone, ça ne fonctionnera pas. Par rapport à l'ordinateur ou une adresse Yahoo, vous cliquez sur le lien, il y a tout ce qui s'affiche normalement. Là, tu disais que tu utilises Zoom. Du coup, tu as un abonnement que tu payes tous les mois pour avoir Non. le... Non. Non, comme c'est en fait en essai gratuit parce que c'est une fois occasionnellement, Ah oui, d'accord. ça me permet de ne pas avoir besoin de payer un abonnement. Moi, j'ai ça, par exemple. Ok. Voilà. Est-ce que vous pourriez dire à ceux qui ne connaissent pas justement les problèmes de RGPD, quels sont les problèmes de RGPD que vous rencontrez dans avec la visio? Je peux peut-être juste donner quelques éléments, parce que justement, comme j'ai une tablette, j'y ai été confrontée il n'y a pas longtemps à réfléchir à ça. La RGPD, c'est une loi qui dit que, en gros, il faut que, pour que nos données restent confidentielles, il ne faut pas qu'elles soient stockées. Et donc, là, certains logiciels, enfin, en fait, presque tous quasiment, malheureusement, en fait, ils gardent nos données, ils gardent une trace, et voilà, éventuellement, ça pourrait être utilisé si jamais. Le problème, c'est que vous n'avez pas beaucoup de logiciels qui respectent la RGPD, puisque la plupart ne sont pas français, donc ils ne respectent pas forcément cette loi-là. C'est une loi européenne, d'ailleurs, je me semble. C'est toi qui... C'est européen. C'est européen. Et donc, il y a une partie des logiciels qui sont américains. Et ils n'ont pas les mêmes lois que nous. Et donc, il y a des logiciels comme Jitsi, par exemple. Moi, j'ai utilisé ça au départ, mais en fait, c'est pas très stable. Et donc, j'avais des problèmes de connexion. Donc, du coup, pour moi, en tout cas, parce que j'interviens un petit peu, mais je demande aux patients, en fait. Je leur préviens aussi en visio, je dis, voilà, on a aussi cette limite-là, qui est que on ne sait pas exactement comment ces trucs-là... c'est censé être crypté, mais on ne sait pas exactement ce qui est gardé ou pas. Et donc, voilà, je préviens. Et du coup, s'il y a un accord, je considère que les patients sont informés, quoi. Mais effectivement, ce serait bien qu'on ait des logiciels... Ce qu'il faut savoir, c'est que sur un téléphone, si on stocke les noms de nos patients, déjà, ça rentre dans le cadre du RGPD, quoi. Donc, ça veut dire que moi, c'est sur par exemple, j'utilise un téléphone professionnel, mais sur lequel je ne mets que les prénoms de mes patients et le premier nom de famille de mes patients, je ne mets jamais le nom en complet. Voilà, c'est une manière de protéger si jamais mon téléphone devait être piraté. Voilà. Mais il y a toujours le numéro de téléphone. Voilà. Une question pour le MDR, du coup, ce sera pour Catherine, je pense. Les stimulations auditives en visio, qu'en pensez-vous? Déjà, moi je travaille pas du tout avec les stimulations auditives parce que les études qui ont été faites m'ont montré que c'était les moins efficaces et je n'ai pas de patients pour qui les deux autres types de stimulation, donc que ce soit visuel ou kinesthésique, n'étaient pas possibles. Donc du coup, j'utilise pas. Donc je pourrais pas. Je dirais plutôt. J'aimerais comprendre pourquoi c'est celle-ci qu'on utilise. J'imagine que si on utilise ces stimulations-là, c'est que les deux autres ne sont pas possibles. Mais en visio, pour que ce soit pas possible, il faut vraiment qu'il y ait une... Aveugle. Pas ça pour les stimulations visuelles, mais quelqu'un d'aveugle. D'aveugle et qui ne pourrait pas bouger ses bras. Parce qu'on fait de l'autostimulation. Ah oui, en fait. l'autostimulation. Elle est guidée par la thérapeute qui dit voilà. Mais donc il faudrait que ce soit. Donc si c'est ces deux cas-là, je pense qu'effectivement, on peut passer par la stimulation auditive. Dans ce cas, de toute façon, si on n'a que ça, il faut le faire, quoi. Donc, c'est juste que les études auraient montré que, celles que j'ai lues en tout cas, il n'y en a pas énormément qui ont été faites sur la stimulation auditive, mais ce serait moins efficace que le visuel et le kinesthésique. Est-ce que vous constatez plus d'annulations de rendez-vous en visio? Pas forcément. Non.
Moi, ce qui va faire. Alors, ça, c'est une question qui avait été posée sur les groupes neuro, où j'avais bien aimé. C'est qu'il y en avait qui trouvaient que en fait, ils avaient relevé que les prises de rendez-vous en ligne, Doctolib ou autre, sans échange verbal avec le thérapeute, faisaient une annulation plus fréquente. Oui, c'est sûr. Alors, moi, par exemple, je n'ai jamais utilisé Doctolib, je n'ai jamais utilisé la prise de rendez-vous en ligne. Donc, les patients m'appellent, ils me laissent un message vocal. Et à ce moment-là, je les rappelle. Moi, ça me permet de prendre le temps d'expliquer ma pratique, comment je bosse. Donc, en fait, il y a un premier lien qui est fait. Et en effet, si sur l'année, que ce soit visio ou présentiel, j'ai 5 patients qui annulent sans prévenir, au pire 10, ça doit être le bout du monde Sur l'année? sur l'année. Ah oui. 10, c'est vraiment le bout du monde. Parce qu'en fait, il y a un gros turnover en septembre, parce que comme j'ai un gros délai d'attente, souvent il y en a qui ont eu des consultations l'été, donc c'est plutôt là où j'ai vraiment une période d'annulation sans prévenir plus intense, parce que il y a une période de temps, et en août, il y a des consultations qui peuvent être possibles, mais dès qu'on a passé septembre, sur le reste de l'année, si j'ai 5 annulations sans prévenir, c'est vraiment le bout du monde. Hein. Mais visio présentiel. Non, je tiens pas de stats, mais en tout cas, voilà, au ressenti ou essayer de me rappeler, je pense que non. Je dirais même qu'il y a statistiquement peut-être moins d'annulations en visio qu'en présentiel. Oui, je suis assez d'accord. Ouais, c'est sur du ressenti, c'est pas sur des éléments statistiques. Oui. Alors, est-ce que l'alliance thérapeutique peut-elle vraiment être aussi bonne en visio qu'en présentiel? C'est une bonne question. Oui, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure Ouais. un peu. Hein. C'est que c'est plus difficile de l'installer, de l'instaurer. Peut-être que ça prend plus de temps, mais qu'on peut quand même arriver à quelque chose de similaire. Mais Moi, en fait, pour ce qui est de l'alliance thérapeutique, je pense que l'alliance thérapeutique, elle est aussi liée à la manière dont le patient nous perçoit. C'est-à-dire qu'on peut être aussi extrêmement sécurisant, même à travers un écran. Donc je pense que l'alliance thérapeutique, elle n'est pas si compliquée que ça à mettre en place. Ce qui est plus compliqué, c'est les modalités de travail. C'est ça qui est plus compliqué à distance, parce que tout un tas de choses, comme tu disais, Mélanie, c'est dans ta pratique, par exemple, sur la thérapie des schémas, tu ne peux pas faire tout ce que tu peux proposer en cabinet, et on ne peut pas, par exemple, effectivement, travailler avec, par exemple, le travail de chaise, c'est compliqué, même si c'est possible, mais il faudrait que ce soit le patient qui mette les chaises en place. Ça va demander quand même beaucoup de logistique, et forcément le mettre à distance de ce qu'il va avoir à travailler. Donc, je ne pense pas que ce soit plus compliqué, non. Je pense après peut-être en effet sur les mécanismes de défense du patient qui peut rendre plus compliqué, mais après ça, au final c'est avec le trouble et leur consultation ça va jouer. Alors il y a un intervenant qui parlait d'une patiente qui était dans sa chambre en visio. N'est-ce pas au patient de choisir dans quelle pièce il se sent le mieux pour faire la séance? Et quid des étudiants qui vivent dans un studio? C'est une bonne question. Alors, bien évidemment, il est clair que en ayant témoigné de ce que j'ai témoigné, l'objectif n'était pas de dire à la patiente de changer d'endroit. Bien évidemment, elle choisit, mais ça dit aussi quelque chose de la manière dont le patient ou la patiente peut nous percevoir à travers le transfert, bien évidemment, tout un tas de choses autour de qu'est-ce qui fait qu'elle a choisi de le faire dans une chambre. Et à l'inverse, en contre-transfert aussi. Et contre-transférentiellement aussi, ce que ça nous fait vivre, mais bien évidemment. Voilà. Après, bien évidemment, heureusement qu'un étudiant qui vit dans une petite pièce a bien le droit de faire sa séance en visio s'il ne peut le faire là qu'en étant sur son lit, c'est une évidence. Ça, et puis ça questionne aussi la place qu'il a sur celui-là. C'est un étudiant dans une chambre, au final il y a de fortes chances qu'il bosse sur son lit, qu'il mange sur son lit, enfin le lit au final n'est plus considéré comme une chambre, mais plutôt comme un outil où s'asseoir. Et à ce moment-là, c'est pas du tout la même chose qui se joue. Ouais. Oui, il y a tout un tas de déclinaisons, je trouve, de couleurs, de comment est-ce qu'on investit la position aussi. C'est-à-dire, est-ce qu'on utilise un ordinateur ou est-ce qu'on utilise son téléphone? C'est-à-dire qu'il y a des patients qui sont sur leur téléphone, un peu avec un cadrage approximatif, ou bien vraiment très, très affalé. C'est pas la majorité, hein. Mais quand il y a des attitudes un peu comme ça, c'est intéressant de les prendre comme du matériel clinique et puis d'en discuter ensemble. Mais moi, j'ai eu une fois une patiente qui était à l'extérieur dans un parc, en train de se balader, mais dans un endroit très bruyant. Donc tout ça, c'est des petites modalités là qui viennent
C'est ça. Moi, j'avais une patiente lors d'une restitution, une maman, qui était assise par terre avec un canapé. En fait, la fille faisait des galipettes derrière en fait le canapé. Donc en fait, toutes les 2 minutes, elle arrêtait, elle disait à sa fille que non. Enfin, je t'ai demandé de jouer dans ta chambre, donc il repartait, qui revenait, puis attendez 2 secondes, il y a le four qui sonne, donc il repartait. Donc c'est vrai que à ce moment-là, ça reprend encore l'élément. Alors c'est l'exemple du lit que tu as nommé, mais en fait, ça peut questionner sur l'implication au final motivationnelle et sur le cadre aussi. Il peut y avoir un élément qui va alimenter peut-être notre questionnement, enfin votre questionnement thérapeutique, mais moi je vois sur l'effet au final un peu motivationnel et surtout d'implication qui est disposé. Parce que par exemple, c'est rare de venir en psychothérapie avec le minuteur du four, puis l'enfant qui fait des galipettes, et ainsi de suite en fait. Enfin, c'est là en fait où je pense que Vincent voulait questionner sur cet aspect-là, c'est qu'il y a des postures dans le bureau que vous prenez. En effet, moi j'ai déjà eu des patients qui sont affalés sur mon canapé ou les pieds, vous dire je peux retirer les tongs et mettre les pieds sur le canapé, mais ça c'est des attitudes que maison ou cabinet ils auraient fait. Là c'est plus sur des attitudes qui peuvent les mettre à distance de l'implication qu'ils doivent avoir dans la thérapie. Et Ce qui n'est pas à juger en soi. Non, On est d'accord, surtout on n'est pas. du C'est tout ça. en train de C'est dire ça, exactement. c'est mal ou c'est bien, on est plutôt en train de dire... on relate des faits et au final Oui. Mais que ça reste de l'impact ouais. dans la thérapie. Et puis ça reste du matériel clinique qui est Par important contre, de c'est mettre ça, au travail, quoi. C'est ça Exactement. qui est intéressant. Alors, on va passer maintenant au problème technique. Comment faites-vous pour gérer les aléas des problèmes de visio, par exemple la mauvaise connexion, une caméra très pixelisée? D'après eux, est-ce que cela peut avoir un impact sur la prise en charge du patient? Alors, moi je peux faire une anecdote, c'est que donc j'ai 2 cabinets, le cabinet de Lyon par exemple, où de temps en temps le Wi-Fi a tendance un peu à être un peu problématique, On va s'en occuper de ça. un peu problématique. Donc ça m'a amené par exemple à ne plus prendre certains patients dans les horaires correspondant au cabinet. Ou alors si je les prends de manière à ce que je puisse le faire soit de chez moi, soit de notre bureau par exemple. Donc ça c'est aussi une préoccupation majeure que j'ai à vérifier que vivre une première fois une visio de pas de bonne qualité, on peut se dire ok une fois, 2 fois, 3 fois, au bout d'un moment ça devient problématique. Donc bien évidemment c'est aussi être conscient de ça et faire le nécessaire pour que le problème se rejoue plus. Moi, comme anecdote, c'était avant que je travaille dans les halles cabinet de Lyon 3e, j'étais dans Lyon 6. Le problème, c'est que les murs étaient très épais. Et donc, je n'avais aucune connexion Internet. Bon, il n'y avait pas de proposition de connexion Internet au sein de ce cabinet, mais surtout, c'est que j'avais pas la 4G. Donc, en fait, je devais monter sur ma fenêtre pour le mettre sur une grille qui dépassait assez de la fenêtre pour avoir en fait la Le connexion 4G. Internet qui revenait rebooter et pour avoir de la connexion Internet. Donc c'est vrai que quand j'ai des problèmes de connexion, ça m'est arrivé une fois au cabinet, mais il y avait un souci de réseau où en fait je partage ma connexion Internet. Si c'est un problème de connexion Internet de la part de mon patient et qu'on peut pas, soit on éteint la caméra et je leur dis c'est pas grave, moi je laisse la mienne allumée si ça vous convient. Donc on peut adapter là-dessus. Et la dernière chose qui se passait, si vraiment c'était compliqué, mais qu'ils avaient du réseau téléphonique, à ce moment-là, je vais écouter, on passe par téléphone. Ouais. Après, moi, c'est vrai que c'est un appel ou une restitution. Donc, c'est pas les mêmes choses qui se jouent chez moi que chez vous là-dessus. Par contre, j'ai déjà reporté un entretien. Moi, ça m'est déjà arrivé une patiente qui disait je suis en retard, j'ai perdu mes clés, je les cherche, qui est en panique. Je vais écouter. Occupez-vous de vos clés. On se voit plus tard. Elle fait non, mais en cherchant mes clés dans toute la cour, en demandant aux voisins, on peut faire l'entretien. Non, 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 on ne le fera pas. Mais non, sinon, à part ça. Et du coup, s'il y a des problèmes de connexion de la part du patient, est-ce que vous décalez la fin de la séance ou pas? Alors ça pour moi c'est la problématique de la réitération. C'est-à-dire que si ça arrive une fois, on essaie de voir comment on peut se débrouiller pour faire la fin de la séance de thérapie. Si on voit que la fois d'après, ça se rejoue encore au même endroit, donc on essaie de voir aussi avec le patient de la manière à qu'il ne le fasse pas toujours du même lieu, quoi. Là, ça fait partie aussi d'être attentif à ça, de ne pas imaginer que finalement la réponse est assez simple, on verra bien ce qui se passe. Non, il faut aussi anticiper la qualité de la connexion. Moi, ça va dépendre. Ça va dépendre parce que par exemple, j'ai des patients qui, pour différentes raisons, mais je pense des raisons plutôt origine, c'est plutôt psycho, on va dire, c'est qu'ils arrivaient toujours en retard au rendez-vous, même en présentiel. Donc en fait, visio ou présentiel, moi à ce moment-là, je ne peux pas impacter le rendez-vous suivant, qui lui sera peut-être à l'heure au cabinet ou à l'heure en visio, parce que le patient avait aussi ce type de fonctionnement au niveau du retard. Par contre, c'est un truc,
quand ils partent en thérapie derrière, je leur dis bah, c'est peut-être intéressant d'aller questionner pourquoi c'est tellement de retard, pourquoi ça ou autre. Quand c'est un élément de connexion, je sais que j'essaye de plus en plus de sensibiliser les patients à faire attention d'être dans un lieu avec de la connexion internet ou autre, parce que ça m'est déjà arrivé une fois un patient qui me dit ah mais non mais en fait il n'y a pas de connexion chez moi. Alors pourquoi vous m'avez demandé une visio? Enfin ça a l'air tout bête, mais maintenant c'est des choses. Alors en effet, par contre quand c'est de mon fait, par exemple il y a un souci de connexion, mais au début je prévenais pas de faire attention au souci de connexion, parce que pour moi c'était logique que si on faisait de la visio, ça sous-entendait connexion internet. Pareil pour le logiciel au niveau Google Meet ou autre, où j'avais pas forcément assez sensibilisé. À ce moment-là, c'est moi qui décalais, mais par contre, je décalais dans un délai raisonnable. C'est que si je vois qu'on était sur un retard de plus de 15 minutes, je proposais plutôt de remettre le rendez-vous ultérieurement, parce que ce n'est pas juste pour mon patient d'après qu'il soit impacté de ce problème internet. Et dernière question, est-ce qu'il... Ah, pardon. Non, j'ai acquiescé aux deux, donc c'est ok. Je l'ai aussi dans ta tête. Oui. Une neuropsy. C'est ça. Magie. Est-ce qu'il est plus facile de travailler avec des personnes qui sont hyper actives en visio? Non. Donc c'est compliqué, excusez-moi, en plus je me suis trompé. Est-ce qu'il est plus compliqué de Oui. travailler avec Et des bah la personnes- réponse elle change, oui. Voilà. Non, j'avais lu un article là-dessus et en effet au niveau du focus attentionnel, déjà de base sans difficulté attentionnelle, il y a l'élément attentionnel et la monopolisation des capacités cognitives qui n'est pas la même en visio et en présentiel pour un individu déjà lambda. Mais rajouter derrière un trouble de l'attention, hyperactif ou juste TDA ou H, le support est très 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 compliqué et c'est pour ça que ça a mis à mal, alors on sort un peu du thérapie, mais des élèves qui avaient un TDAH quand il y a eu le Covid et de la visio, parce qu'en fait ils n'arrivaient pas à se mobiliser derrière leur écran. Donc en effet c'est pas forcément le support à prioriser pour ce type de patient, en tout cas sur le côté neuro en tout cas là-dessus. Là, j'ai pas de témoignage. Oui, moi j'ai pas beaucoup d'expérience Non plus. avec ce type de situation. Type de trouble. Mais j'aurais tendance à penser comme toi. Mm.